Donc bonjour et bienvenue à cette présentation sur le Web Single Sign-On. Alors, très rapidement, cette présentation, ça va être quelque chose d'assez basique. C'est vraiment pour les débutants. C'est vraiment pour faire un récap d'un certain nombre de principes techniques sous-jacents. Si vous êtes déjà des cadors du Single Sign-On, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose. En ce qui me concerne, donc je suis Frédéric Avestre, je suis un développeur indépendant toulousain, issu il y a très longtemps du monde académique, ce qui en général m'a laissé quelques traces. Donc je suis toujours très intéressé par tout ce qui est protocole, tout ce qui est implémentation de langage et puis plein d'autres sujets ésotériques. Et c'est ce qui transparaît souvent dans mes présentations. Mais aujourd'hui, ça devrait être assez basique. Alors, avant toute chose, on va commencer par poser le problème rapidement. De quoi s'agit-il? Alors, on va parler d'authentification unique dans le cadre du web, déjà, première chose. Et on va parler d'authentification d'êtres humains, donc quelque chose d'interactif. On ne va pas parler aujourd'hui de processus qui cherchent à s'authentifier les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est le contexte de base. Il faut le garder à l'esprit pour le reste de la présentation parce que ça circonscrit un petit peu le problème. Alors c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que on a des gens qui veulent accéder à des services, qui sont derrière leur navigateur et qui vont accéder à un service qui est sur un serveur quelconque. Sauf qu'aujourd'hui, des services, on en a pas mal, des fois beaucoup plus que ça, encore plus que ça s'accumule. Et le problème, c'est que si on prend les choses de façon trop basique, systématiquement, on va devoir, à l'accès à chaque service, ou réaccès à chaque service, on va devoir se réauthentifier. Et ça va induire quelques petits soucis. Alors des soucis d'homogénéité. Ce que j'appelle homogénéité ici, c'est les modes d'authentification d'un service à l'autre qui peuvent changer, le fait qu'on va avoir pléthore de mots de passe à retenir éventuellement si on a des authentifications par mot de passe. Enfin voilà. Et les politiques d'authentification elles-mêmes qui vont pouvoir varier d'un point à un autre, ce qui peut être, on va dire, compliqué, surtout dans le cadre d'une entreprise ou d'une administration qui voudrait avoir un contrôle un petit peu homogène de l'accès à l'ensemble de ces services. Et puis ça peut aussi induire une certaine fatigue pour l'utilisateur. Parce que, encore une fois, de façon répétée, ressaisir un mot de passe, par exemple, ça c'est le truc de base, ça peut devenir compliqué. Devoir suivre une politique de rotation des mots de passe qui nous oblige tous les X jours à les changer. Et voilà, ça peut être pénible aussi. Et cette fatigue-là peut induire fatalement, par la pratique, des problèmes de sécurité. Donc, fondamentalement, ce qu'on cherche à résoudre, c'est ça. Ça, c'est un problème qui a été déjà traité par Kerberos, le mal-aimé Kerberos, autour des années 90. À part que Kerberos, il a traité ça à l'époque dans le cadre de réseaux locaux. Le web n'existait quasiment pas à l'époque, mais il a jeté un certain nombre de principes intéressants pour traiter ce problème. Et déjà, fondamentalement, le fait d'utiliser ce qu'on va appeler un tiers de confiance pour pouvoir travailler cette authentification. Et puis, puisqu'on est dans le cadre du web, on aura quoi comme outil de base, comme brique de base pour faire notre travail? On aura certainement de la cryptographie, symétrique ou asymétrique. On aura un protocole de communication, HTTP, et probablement d'ailleurs plutôt HTTPS, sécurisé, HTTP over TLS. On aura quelque chose pour sérialiser des messages, donc peut-être du XML, peut-être du JSON, peut-être autre chose d'ailleurs. Enfin, j'ai pas trouvé grand-chose avec d'autres formes de sérialisation. Et puis aussi, tiens, pourquoi pas aussi peut-être une pointe de JavaScript. C'est pas impossible. Donc, l'authentification, c'est quoi? Alors, déjà, un petit test rapide. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Donc, CAS,
Central Authentication Service, il y en a quand même quelques-uns. OK. Lui, tout petit peu plus. Là, normalement, ça devrait... Oui, voilà. Et forcément, là, normalement, pareil, toutes les mains devraient quasiment se lever. OK. Alors déjà, première chose, tous ces on va dire, protocoles, ce n'est pas des protocoles d'authentification. Déjà. On va dire, première idée impopulaire, ce ne sont pas des protocoles d'authentification. En fait, moi je préférerais dire que ce sont des protocoles de transport d'assertion de sécurité. Ce n'est pas eux qui vont faire effectivement l'authentification à proprement parler. Par contre, elles vont nous permettre de transporter de façon sécurisée un certain nombre d'assertions sur des identités qui ont été authentifiées. Alors, je sais qu'on a tous tendance à parler de authentification OAuth2. Oula, alors déjà ça commence mal parce que OAuth2, ça n'a rien à voir avec de l'authentification, c'est de l'autorisation. Celui qui est plus spécialisé dans l'authentification, c'est OpenID, qui est bâti sur OAuth, d'accord, sur ce protocole-là, mais qui a un certain nombre d'éléments qui sont spécialisés pour gérer de l'authentification. Mais fondamentalement, en fait, ils font que transporter des assertions de sécurité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les questions d'authentification, de sécurité par des gens qui sont extrêmement compétents, allez voir par exemple les différents documents édités par l'ANSSI, comme ce document-ci de recommandations sur l'usage des mots de passe et de l'authentification multifacteur. L'ANSSI, c'est très bien, c'est en français et c'est des gens très compétents. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ces gens-là écrivent. Et à propos d'authentification, ce qu'ils disent, c'est que c'est un processus qui consiste à vérifier la preuve d'une identité précédemment annoncée, alors ça, éventuellement, on peut arriver à le zapper, grâce à un moyen d'authentification. Et ça se passe entre deux parties. Une qu'on appelle le prover, et une qui est le vérifieur. Et ça se base sur quoi? Sur un certain nombre de facteurs d'authentification. Alors, ça peut être des facteurs de connaissance, ce que je sais, par exemple, je connais mon mot de passe, je connais mon code PIN, ou que sais-je. Ce que je possède, donc un facteur de possession, alors téléphone, une clé, voilà, et peut-être autre chose, ou des facteurs inhérents, c'est-à-dire ce que je suis, une empreinte digitale, un scan rétinien, et ainsi de suite. En revanche, une chose qui est super importante, c'est que dans tous les cas, entre le prover et l'authentifieur, il va falloir, le vérifieur, pardon, il va falloir qu'il y ait un enregistrement préalable du facteur ou des facteurs d'authentification. Il va falloir d'une façon ou d'une autre que les deux parties connaissent le mot de passe, d'une façon ou d'une autre que les deux parties connaissent une clé qui va permettre de faire du déchiffrement, et ainsi de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment parler purement d'authentification et pas encore de single sign-on. Je vais passer en revue un certain nombre de méthodes d'authentification, des plus bateaux. Alors, on va rester quand même sur du courant, du tout venant actuel. Hein. Je ne vais pas aller chercher des trucs super fancy, super géniaux, mais on va essayer de passer un petit peu en revue un certain nombre de ces facteurs et leur mode de fonctionnement. Donc le truc de base, le truc le plus bébête qui soit, utilisateur et mot de passe. J'ai un navigateur qui est le prover, j'ai un serveur avec son service qui est le vérifieur, et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer par un protocole quelconque l'utilisateur et le mot de passe pour que le vérifieur puisse vérifier. Alors tant qu'à faire, alors je m'excuse auprès des 8% de daltoniens de l'assistance, parce que mes codes couleurs sont quand même relativement à chier, mais si ça veut bien zapper, non ça zappe pas, je vais le faire comme ça, non si c'est bon. J'ai changé de couleur parce qu'en fait, oui, effectivement, ce genre de choses-là, il vaut mieux utiliser un protocole qui soit déjà sécurisé. Si on commence à se balader sur le réseau des mots de passe, pas génial. Donc, il vaut mieux le passer par un canal chiffré, opaque, et qui va éviter toute interception. Et puis, notre vérifieur, il va répondre OK ou pas en fonction. Autre possibilité, le défi-réponse. Alors c'est une petite variation de ce qu'on a fait là. L'utilisateur s'annonce, le vérifieur va dire vas-y,
je te lance un défi, chiffre-moi un nonce, c'est-à-dire un paquet d'octets, par exemple, une chaîne de caractères arbitraires, aléatoires, que je connais. Chiffre-le-moi, et puis moi je vais vérifier si je peux le déchiffrer avec quelque chose. Alors chiffre-le-moi, ça peut être avec une clé qui a été dérivée à partir d'un mot de passe, ça peut être, voilà. Et eh bien notre prover il va retourner ce nonce chiffré, et le vérificateur va faire sa vérification. Est-ce qu'il est capable de le déchiffrer ou de retomber sur la même valeur chiffrée? Si c'est bon, OK. Un autre truc que vous croisez assez fréquemment, c'est le code à usage unique. Pareil, l'utilisateur s'annonce. Et là, Bon, je vais quand même le faire comme ça sera plus simple. Notre vérifieur, eh bien, il relance un défi. Il dit, donne-moi un code que tu as dû recevoir. Pour qu'il puisse recevoir un code, eh bien, il faut qu'il y ait un canal de communication autre que celui-là qui est enregistré. Ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un enregistrement préalable. Sur mes 2 exemples précédents, il fallait enregistrer un mot de passe, probablement. Ici, il va falloir, par exemple, enregistrer une adresse mail, par exemple, ou un numéro de téléphone pour ne pas envoyer des SMS, ou je sais pas, on travaille par pigeon voyageur, voilà, l'adresse d'une cage de pigeons. Et notre prover, ce qu'il va faire, c'est que il va renvoyer ce code à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été consommé, c'est terminé, on ne peut plus le resservir, au serveur qui va vérifier que ça correspond bien au code qu'il avait envoyé au préalable à cet utilisateur. Petite variation sur le code à usage unique. Dans le cas précédent, il y en a un qui tirait un peu au hasard pour être envoyé par un canal de communication. Donc encore une fois, si votre pigeon voyageur se fait intercepter, pas génial. Si votre téléphone s'est fait hacker, c'est pas génial. Une autre façon de procéder, c'est d'avoir des appareils, par exemple un téléphone, ou encore une fois, la fameuse clé, ou un token quelconque, qui est synchronisé avec le vérifieur. C'est-à-dire que les deux sont capables de, dans des tranches de temps données, de générer des codes similaires. Donc on sent encore qu'on a une histoire d'enregistrement préalable. Il faut que les deux soient d'accord sur une façon de générer de façon régulière comme ça des codes qui vont être similaires. Et là donc effectivement, à un moment donné, notre prover va envoyer le code et l'autre on n'a plus qu'à vérifier que ça tombe juste. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a raconté, c'est avec des flèches en orange. Encore une fois, je m'excuse pour les daltoniens. C'est-à-dire qu'on travaille toujours sur du canal qui a été chiffré. D'accord ? Donc du HTTPS, si possible, de sorte qu'il soit opaque et qu'on ne puisse pas intercepter ce qui se passe dessus. Puisqu'on doit utiliser des canaux chiffrés pour avoir un canal opaque et pour éviter qu'on puisse intercepter ce qui se passe dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter justement le HTTPS lui-même? Faire ce qu'on appelle du mutual TLS, du MTLS. Dans ce cas précis, on a un prover qui a une clé privée, qui est à lui, qu'il est le seul à avoir, c'est le seul à en disposer, et ça c'est un élément super important. Et la clé publique correspondante qui a été distribuée, qui a été, pareil, encore une fois, enregistrée auprès du vérifieur, auprès du serveur. Pourquoi ça? Parce que à un moment donné, notre prover va pouvoir demander à établir une connexion chiffrée, mais là, il va lui aussi devoir s'authentifier. Et pour ça, il fait passer son certificat pour dire qui il est. On est toujours sur un canal non chiffré, la flèche est en gris. En simplifiant, notre vérifieur va encore envoyer un défi, encore un nonce à chiffrer. Le prover va prendre sa clé privée et chiffrer ce nonce et le renvoyer. On est toujours sur un canal qui est en clair. Et puis, une fois qu'il a prouvé son identité, eh bien, le serveur est sûr de qui il est en face et peut lui répondre « Ok, c'est bon » et se mettre à chiffrer le canal. Et avoir un canal chiffré, c'est négocié.
Donc c'est une autre façon, encore une fois. Là, on a le double avantage, c'est d'avoir un canal chiffré qui est établi et en plus de ça, d'avoir prouvé son identité. Alors là, l'inconvénient, c'est que l'enregistrement, il est un petit peu à double sens, parce qu'il faut quand même que notre clé privée elle soit générée sur le navigateur. Donc ça demande un certain nombre de procédures d'installation. Une des façons de résoudre ça, c'est d'avoir un système quand on est en entreprise ou dans une administration ou que sais-je, c'est d'avoir un système d'installation et de déploiement automatique de ce genre de choses au moment où on enrôle des machines. Et puis on a une petite variation de ce truc-là, qui est aussi très intéressante sur le web aujourd'hui, c'est WebAuthn. Alors je dis une petite variation de ça. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un petit peu le même principe. 2-3 choses près. D'une part, on a du côté du navigateur, encore une fois, ma clé, ou encore une fois un téléphone, ou un logiciel quelconque qui supporte le protocole WebAuthn et qui permet de stocker de façon sécurisée des clés. Si on est dans le cas de la clé ou du téléphone, on a entre le navigateur et la clé un protocole qui s'appelle SETAP, qui permet de faire une communication entre les deux. Donc par exemple, le navigateur de demander à la clé de générer, à la clé celle-là, de générer une clé de chiffrement, par exemple. Et de l'autre côté, pareil, il faut enregistrer. Il faut enregistrer quoi? Il faut enregistrer la clé publique qui correspond à notre clé privée. Donc pareil, il y a quand même toujours ce phénomène d'enregistrement, d'enrôlement de quelque chose. Là, en l'occurrence, d'enrôlement d'une clé. Et on se retrouve sur le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire que l'utilisateur va demander à accéder au service, va se présenter au vérifieur, et encore une fois, le vérifieur il va envoyer un nonce, un défi à chiffrer. Et notre navigateur, ce qu'il va faire, c'est prendre sa clé privée, c'est exactement comme dans le schéma de MTLS tout à l'heure, mais juste un cran au-dessus, c'est-à-dire c'est posé au-dessus de MTLS, enfin c'est posé au-dessus de HTTPS, pardon. Il va chiffrer ça avec sa clé privée, donc le seul à disposer de cette clé-là, donc forcément ce chiffrement, il n'y a que lui qui peut le faire, et il va renvoyer ce résultat chiffré, avec d'ailleurs tant qu'à faire aussi dans le message son username, parce que ça fait partie des informations qui sont enregistrées sur la clé. Ça repart vers le serveur qui va pouvoir faire exactement comme tout à l'heure, la vérification, et dire ben oui, c'est bon, ok, c'est bien toi, je te reconnais. Tous ces facteurs et ces façons de faire de l'authentification peuvent évidemment être combinés. C'est là qu'on va arriver à ce qu'on appelle du MFA, du Multifactor Authentication. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que peu importe la force de notre moyen de s'authentifier, finalement, plus je mets de portes à traverser, plus ça sera compliqué pour un attaquant de les défoncer. C'est-à-dire qu'il faudra en faire plusieurs les unes après les autres. Alors que si j'ai qu'un seul verrou à faire sauter, voilà. Donc l'idée du MFA, c'est vraiment de dire, on va essayer de combiner des choses, et en particulier, pourquoi pas des facteurs qui sont, on va dire, complémentaires. Ce que je sais, par exemple un mot de passe, et ce que je possède, par exemple un téléphone. D'accord? Et puis on peut en combiner comme ça pas mal. Donc ça, c'est pour l'authentification elle-même. Et alors ça se place où dans notre histoire de sign-on et de single sign-on web? Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, on réutilise un principe qui avait déjà été amené par Kerberos, c'est-à-dire celui du tiers de confiance. J'ai un navigateur, un service et un truc que j'ai appelé IDP là. Alors le navigateur, c'est quoi? C'est notre humain, encore une fois, on est dans un cadre interactif, qui veut accéder à un service qui doit s'authentifier. On a un service auquel l'humain veut accéder, et on a ce qu'on appelle un fournisseur d'identité, ou Identity Provider, IDP. Voilà. Terme consacré et qu'on utilise à tour de bras quand on parle de ça. Et d'ailleurs, le service est un client de l'IDP. C'est un truc qui est parfois un petit peu difficile à avoir en tête. C'est le service qui est client de l'IDP. C'est pas le navigateur, c'est pas l'humain qui est client de l'IDP. Pas à ce stade-là. Donc je reprends. Si on imagine une solution naïve, on va dérouler une solution naïve, et donc qui forcément ne sera pas la bonne, on pourrait très bien imaginer que le navigateur, notre
humain veut accéder à un service, et donc il se présente, le service lui demande de s'authentifier, il renvoie ses identifiants, alors peu importe, on a vu plein de méthodes d'authentification juste avant, laquelle, bon, il renvoie ses identifiants, et puis le service, il les transmet à l'IDP, qui, le cas échéant, va répondre « OK, c'est bon pour moi ». C'est le OK de l'IDP. C'est l'IDP qui dit au service « c'est bon ». Et puis, le service va répondre à l'utilisateur « OK ». Le OK du service, qui peut être éventuellement le même que celui de l'IDP si on veut, mais bon, peu importe. Sauf que, évidemment, j'ai dit que c'était naïf. Oui, c'est totalement naïf. Pour au moins 2 grosses raisons. La première, c'est que qui voudrait laisser traîner ses identifiants auprès d'un service dans lequel il a moyennement confiance, voire pas du tout. La confiance, normalement, là, elle est entre le navigateur, l'utilisateur et l'IDP. C'est l'IDP qui fait foi. Donc déjà, voilà, se servir d'un service comme passe-place, c'est pas bon. Et puis deuxièmement, juste avant, on a vu qu'on pouvait combiner les méthodes d'authentification. Et donc, dans le cadre, par exemple, de la MFA. Et on peut même les combiner de façon, on verra plus tard, diverses. Donc ça, c'est pas génial, parce que ça veut dire que le service doit systématiquement être au courant de tout, et de toutes les façons de faire. C'est totalement ingérable, inacceptable. Donc, dans le cadre du web, on reprend nos 3 acteurs, et ça va se passer comment? Notre navigateur va accéder au service, et là, le service, qui est client de l'IDP, va renvoyer l'utilisateur, le navigateur, vers l'IDP. Il va le mettre en contact direct. Il ne sert plus, il dit hop, 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 c'est bon, tu vas là-bas, moi je ne suis plus un intermédiaire. Débrouille-toi avec lui. Okay, ça s'appelle une redirection. Alors, on va voir comment ça peut s'opérer, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Une fois que cette redirection est opérée, eh bien, notre navigateur il est en prise directe avec l'IDP. Il lui parle directement, il n'y a plus d'intermédiaire. Ils sont entre éléments qui se font confiance, et en particulier, l'IDP a enregistré peut-être un certain nombre de facteurs d'authentification intéressants pour pouvoir effectuer l'authentification de celui qui est devant son navigateur. Et là, il y a une petite spirale, parce qu'en fait, si on est dans un cadre de MFA, on peut en faire autant qu'on veut, les authentifications. On peut mettre derrière les uns derrière les autres autant de facteurs que nécessaire. Et puis au bout d'un moment, l'IDP va dire « Ok, c'est bon, c'est validé ». Donc, il valide cette phase d'authentification, elle est vraiment cantonnée à cet endroit-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les protocoles en question ne sont pas à proprement parler des protocoles d'authentification. Et puis, comme tout à l'heure, il va renvoyer le navigateur en prise directe avec son service en disant « OK », le « OK » de l'IDP. Et le service va éventuellement répondre au navigateur « OK » du service. C'est bon pour moi. Alors, ça, c'est dans la version rapide. Il peut y avoir une version un tout petit peu plus longue, où en fait l'IDP va dire OK au service, mais un OK un peu léger, en lui donnant un code ou quelque chose qui va lui permettre d'accéder à l'IDP pour aller prendre un peu plus d'informations sur l'utilisateur qui vient de s'authentifier. Donc l'IDP va renvoyer ces données-là par ce canal, et puis on finit la séquence de sign-on, là, seulement de sign-on. Pour la terminologie, tout ce qui se passe entre le navigateur et l'IDP ou le service, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le front channel. Et tout ce qui se passe entre le service et l'IDP, ce qu'on appelle le back channel. Donc c'est purement de la terminologie, c'est si jamais à partir de là vous voulez rentrer dans des protocoles ou des choses un petit peu plus compliquées, si vous tombez sur ces termes-là, pour voir un petit peu à quoi ça correspond. L'un c'est plutôt celui du côté de la redirection, et l'autre c'est celui de la prise directe entre les deux serveurs. Alors cette fameuse redirection qu'on a symbolisée tout à l'heure, la flèche, un truc, on est dans un cadre web, donc le protocole c'est du HTTP. Donc une façon de procéder, c'est d'utiliser des codes HTTP de réponse, 302 ou 303. Pas 307, 307 c'est une redirection permanente. On pense qu'on ne veut pas faire ça. On veut juste dire, tiens, momentanément, va voir l'IDP. Ou l'IDP va dire, tiens, momentanément, retourne voir le service. La différence entre 302 et 303, c'est qu'il y en a un qui est explicite. 303, il dit, tu repars là-bas en faisant un get.
je ne veux pas savoir. L'autre, c'est sujet à interprétation du navigateur. Donc, voilà. Et pour dire où aller, eh ben, on a une variable d'entête de la réponse, qui est la variable location, dans laquelle on va dire c'est là que tu dois aller. Donc à un moment donné, le service, quand il veut rediriger, il met dans location, il met l'URL et peut-être une URL complétée avec certains query params si c'est nécessaire, pour dire va chercher l'IDP là-bas, et il répond 303, hop, ça part, et éventuellement, réciproquement, ça peut revenir en sens inverse, comme ça. Il y a une autre façon de faire de la redirection, avec un code de réponse 200, c'est-à-dire OK. Comment? Eh bien, en renvoyant un petit bout de HTML avec dedans un formulaire autopropulsé. Dedans, on met un formulaire dans lequel il va y avoir tous les éléments de réponse qu'on aurait mis, sinon par exemple dans les query params. Et à un moment donné, il y a un onload, document, form, submit. C'est-à-dire que, grosso modo, cette page-là, quand elle est récupérée par le navigateur, immédiatement, elle fait un submit du formulaire qui est à l'intérieur avec tous ses paramètres. Un submit à destination 2. Donc ça permet de faire aussi une redirection. D'accord ? Celle-là, elle marchera beaucoup moins bien si vous faites comme moi et que vous avez, par exemple, NoScript comme plugin. Voilà. Des fois, si vous n'arrivez pas à vous authentifier, c'est peut-être parce que NoScript est en train de vous dire non, 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 je ne vais pas te laisser faire ça. Ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. La différence entre les deux méthodes, ouais. La méthode, celle-ci, là, qui fait un post, d'accord, d'un formulaire, eh bien, elle a un petit avantage, c'est qu'elle permet de transférer de plus gros volumes de données. Donc, il y a certains protocoles de single sign-on qui passent quand même des choses qui sont vraiment très, très grosses. Je veux dire, SAML, dont on parlait tout à l'heure, ça passe des XML qui sont des véritables mammouths, des fois. C'est affolant. Donc, effectivement, passer ça en query param d'un get, ça va pas être génial. D'ailleurs, en cherchant, j'ai découvert qu'il y avait un code d'erreur, je crois que c'est 414, qui dit qu'une URL peut être trop longue. Donc, vous pouvez très bien avoir un serveur qui vous dit non, n'importe quoi, ce que tu me passes là, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ça, c'est un des problèmes du get. Et puis l'autre problème du get, éventuellement, c'est que, ces fameux query params dans lesquels on peut mettre des informations, ils peuvent potentiellement être logués. Donc, si dedans, il y a des choses qui sont un peu sensibles ou un peu claires, c'est pas génial. Donc, c'est pas tout. Parce que entre notre IDP et notre service, il va falloir aussi peut-être établir une relation de confiance. Ou à tout le moins que l'un et l'autre se connaissent. Et encore une fois, il va falloir peut-être une procédure d'enregistrement. Je disais tout à l'heure, entre ces deux parties-là. Alors cette confiance-là, bon, hormis le fait que, par exemple, l'IDP, il peut peut-être avoir besoin de connaître l'URL du service. C'est une façon de se repérer. Et réciproquement, le service, lui, de toute façon, il faut qu'il fasse la première redirection. Donc, lui, il est obligé de connaître l'URL de l'IDP. Donc déjà, il y a ces méta-informations-là qui doivent être réparties et échangées entre les deux. On peut se retrouver aussi, pour aller un petit peu plus loin, à, encore une fois, utiliser du chiffrement asymétrique et des clés privées et publiques. Par exemple, eh bien, pour que le service fasse pleinement confiance à l'IDP, il va peut-être avoir besoin de récupérer un certificat correspondant à la clé privée de l'IDP, ce qui va lui permettre, par exemple, de vérifier une signature de ce que l'IDP lui envoie, et être sûr que c'est bien l'IDP qui lui a envoyé. Et puis, cette confiance, peut-être que des fois, il faut qu'elle soit réciproque. C'est-à-dire que dans certains schémas, peut-être qu'il faut faire l'inverse aussi. Il faut que notre service, il ait sa clé privée et qu'il ait déposé, en plus d'autres informations, sa clé publique sur l'IDP. Pour que, réciproquement, on soit sûr que les messages viennent bien de lui parce que voilà, tout a été signé au préalable. Donc, là, qu'est-ce qu'on a résolu ? On a résolu le fait que on a vu qu'on avait un ensemble de principes d'authentification qu'on pouvait combiner pour faire du MFA, du Multifactor Authentication, que ça se passe vraiment entre deux parties, donc un vérifieur et un prouveur. Donc en l'occurrence, celui qui est derrière mon navigateur et mon IDP,
C'est là que ça se passe, en réalité. Et c'est là que ça va se passer autant de fois qu'il le faut. Et puis, ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, pardon. Et puis, on a trouvé la solution pour que ça passe pas par le service, mais que le service puisse renvoyer directement en prise directe celui qui doit s'authentifier avec l'IDP. On a un principe de flow, un protocole entre ces trois parties-là pour arriver à avoir cette authentification. Bon. Le problème, c'est qu'il y a une troisième partie qu'on n'a pas résolue, c'est qu'on avait le sign-on, mais on n'a pas le single. C'est-à-dire que là, pour l'instant, systématiquement, si je vais revoir un service, il va falloir que je refasse une séquence d'authentification. Si je vais voir un nouveau service de l'ensemble de services qui sont sous ce single sign-on, il faudra que je me re-authentifie aussi. Donc le côté pénible du je le refais systématiquement est encore là. Donc on va introduire une notion de session ou de contexte d'authentification. Et on va matérialiser ça le plus probablement comment par un cookie. Bon, en général, les sessions, ça se termine bien comme ça. Qui va permettre de tracer, enfin de savoir, voilà, tel navigateur est venu me voir, c'est qui, et puis soit en mettant une palanquée d'informations dans le cookie, soit juste en retrouvant une fiche qu'on aurait stockée, on va pouvoir savoir quels moyens d'authentification ont été utilisés, depuis combien de temps ça a été fait, et donc pouvoir se poser la question de est-ce que là maintenant je veux recommencer, je veux remettre un coup d'authentification ou pas, ou est-ce que je laisse passer en disant oui c'est bien lui, il n'y a pas de problème. Ça c'est ce qu'on va appeler de la politique d'authentification. C'est-à-dire comment notre IDP va se permettre de contrôler le sign-on d'un utilisateur. Alors ça peut être des choses vachement simples, ça peut être fait la plupart du temps, avoir un mot de passe, et ça pour tous les clients possibles, c'est-à-dire pour tous les services possibles, ils vont tous passer, ils vont tous accepter que l'utilisateur derrière son navigateur soit authentifié simplement par mot de passe. Ou éventuellement peut-être un facteur supplémentaire. Un truc assez classique, c'est d'avoir encore une fois un token, un téléphone, un truc comme ça. Et puis on pourrait faire aussi des choses vachement plus sophistiquées. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement faire du vrai multifactoriel, avec beaucoup plus de facteurs, et puis un truc configurable par client. C'est-à-dire, si tu t'adresses à tel service, eh bien, un simple username suffira. Donc si tu t'es déjà une première fois authentifié avec un username, c'est bon, tu peux revenir. Autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que ta session expire. D'accord, ça aussi c'est configurable. Si je dis que pendant 4 heures, eh bien, mon utilisateur peut revenir me voir, moi le service, ben, grosso modo, pendant 4 heures, on va faire cet aller-retour là, on va repartir voir l'IDP, l'IDP va dire c'est ok, c'est bon, il y a moins de 4 heures que je t'ai authentifié, tu peux repartir. Et c'est bon. On peut imaginer d'autres scénarios. Dire certains services peuvent exiger quelque chose de plus. Par exemple, une preuve de présence. Une preuve de présence, ça peut être encore une fois une clé, comme ça, qui a été insérée dans le laptop et sur laquelle il va falloir qu'on appuie pour prouver sa présence. Donc non seulement on s'est précédemment authentifié avec un username, mais à l'instant T, ce service-là exige qu'il y ait une preuve de présence qui soit faite. Donc en fait, même la combinaison comme ça de facteurs peut dépendre du service. On va configurer ça au niveau de l'IDP et on va pouvoir faire avancer notre authentification. Et du coup, je m'aperçois que j'ai été monstrueusement trop rapide. Parce que là, je suis en train d'arriver au bout de au bout de ma présentation. Donc, tout ça pour conclure. L'idée, c'est que, eh bien, sur les différents protocoles d'authentification qu'on a entrevus à un moment donné, la plupart du temps, la première chose qu'on fait, c'est de vous plonger directement dans, alors la plupart d'entre vous, on dit connaître OpenID, on va dire immédiatement, ah ouais, alors t'as l'access token, t'as l'ID token, t'as ceci, voilà. On rentre immédiatement dans les détails. Mais toutes les histoires de flow qui peuvent se présenter
les allers-retours, comment ils se font, ben, en général, on n'est pas trop, on n'y est pas trop sensibilisé. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, les 4 que j'ai montrés tout à l'heure, donc sachant que OpenID est bâti sur OAuth, donc déjà, ces deux-là, on peut les mettre dans le même sac. SAML et CAS, ben, en fait, ils suivent, à peu de choses près, tous le même fonctionnement. Tous, ils suivent ce genre de principe de danse. Tous vont avoir leur propre terminologie. Alors, il y en a un qui va... enfin, voilà, ils vont appeler les différents concepts par des termes différents, mais tous vont suivre un petit peu ce schéma-là. Et encore récemment, c'est marrant parce qu'à force de jouer avec OpenID, j'avais l'impression que tout se faisait à grands coups de redirection, comme je disais tout à l'heure, 302 ou 303, et de get. Et il se trouve que moi, j'ai bossé sur l'implémentation de SAML un peu. Et c'est là où j'ai découvert l'autre système de redirection, avec le bout de formulaire qui s'autoposte. Et là, en creusant un petit peu, je me suis aperçu que ben non, en fait, OpenID, qui lui-même est bâti sur OAuth, peut utiliser un mécanisme de OAuth qui dit qu'on peut faire des redirections en faisant un post avec ce fameux formulaire autopost. Sauf que j'ai l'impression que peu de gens ou quasiment personne ne l'utilisent. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais surtout à travers cette présentation-là, encore une fois, c'était prendre un pas de recul sur les principes généraux de cette authentification unique. Le fait que finalement, tous fonctionnent à peu près pareil dans l'esprit, qu'on peut avoir éventuellement, selon le type d'IDP, un fine-tuning ou pas de comment on s'authentifie. D'accord, ça peut être quelque chose de très simple et ça peut être des trucs monstrueusement sophistiqués. Voilà. Et à partir de là, bah, si vous voulez mettre le nez dans les différents protocoles ou si vous êtes amené à bosser dessus, j'espère que ça vous aidera un petit peu à plus facilement vous en dépêtrer. Voilà. Sur ce, bah, je vous remercie pour m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bah, on a énormément de temps. Ouais. Tu me dis que, ouais, parce que là, il faut que je répète la question de micro. Ouais, donc tu me dis, oui, ouais. Ouais, alors oui, tu me dis que sur la méthode de redirection, effectivement, on pouvait forcer le poste. Ouais. Ben, voilà. Donc oui, alors on me dit qu'en fait, oui, cette façon de faire était super pénible à mettre en œuvre dans les tests unitaires. Mais ouais, effectivement, voilà, le coup du formulaire autopost, ça fait un peu bizarre, mais finalement, ça marche. Ça marche pas trop mal. Oui. Alors là, oui, je vais rapider. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir entre SAML, CAS comme moyen d'authentification. Alors j'avoue que franchement ça c'est la question qui peut porter au troll. Je pense que ça va dépendre énormément plutôt du contexte pratique. C'est-à-dire que si on est dans le monde universitaire, il y a énormément de services qui ont été développés autour de CAS. Parce que CAS, c'est quelque chose qui a émergé d'un besoin universitaire. SAML, c'est un truc qui a été fait par un gros consortium d'entreprises dans lesquelles vous pouvez mettre tous les noms que vous imaginez, ils y sont tous, dans un cadre industriel. Donc, et c'est relativement ancien en plus. Je veux dire, ça date de, je crois, le truc figé, je crois que ça date de 2007, la spec, à peu près figée. Donc, dans un cadre d'interopérabilité à ce niveau-là, SAML, c'est pas mal. Au final, les IDP, s'ils sont bien faits, la plupart incluent tout ça. C'est-à-dire que l'implémentation de CAS, elle inclut du SAML et elle fait aussi de l'OpenID aujourd'hui. Voilà. Donc, Keycloak, je crois qu'il couvre tout. Peut-être pas CAS d'ailleurs, je ne sais plus. Donc,
le choix finalement, au final, ça va, je pense, énormément dépendre du contexte dans lequel on va travailler. Si on doit avoir un truc cross-protocole, il faut être dans un cadre où on va avoir un IDP qui va bien. Si la seule chose qu'on fait, c'est de s'en remettre à Google ou à Microsoft pour pouvoir s'authentifier, bah là, il n'y a rien à faire, on est obligé de rester calé sur ce qu'ils nous offrent. Donc voilà. Question? Oui. Alors, la question, c'est est-ce que dans le fameux cookie de session, il y a des choses bien spécifiques ou pas? Alors là, j'ai envie de dire, j'ai encore une fois voulu rester très, 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 très général et regarder les choses de très, très, très loin. Donc, ça va dépendre de chaque IDP, au final. Chacun va avoir ses besoins d'implémentation. L'un va peut-être effectivement juste laisser un identifiant de session, le truc le plus simple et le plus bateau qu'on ait. Et quand le navigateur et l'utilisateur revient le voir, ben, il va partir de là et retrouver la fiche qui correspond à cette session-là. On pourrait imaginer d'y fourrer énormément de choses dans ce cookie. Enfin, limité, pareil, hein, comme tout à l'heure je disais, il y a une limite à la taille d'une requête get, bah, à la taille d'un cookie aussi, il y a quand même des limites. Donc, voilà. Mais on peut imaginer y mettre énormément de choses. Pour info, justement, je disais que j'ai un peu bricolé avec, enfin, j'ai beaucoup fait de choses autour de SAML ces temps derniers pour un client. Et il y a eu un moment où effectivement, en fait, max d'informations était dans un cookie, mais vraiment un maximum, c'était pas simplement une session machin, c'était vraiment un gros paquet d'informations était dedans, chiffré, pour éviter que, hein, et inaccessible par le JavaScript, ainsi de suite, donc avec tout ce qui peut permettre de le préserver un petit peu, mais tout était là. Et donc au retour, l'IDP, enfin, ceux qui fait office d'IDP prenaient ça et disaient bon, ok, on en est là, quoi. Donc tu peux imaginer à peu près tout et n'importe quoi, je pense. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Alors, ouais, ça c'est la question que je voulais pas avoir. Non, je blague. En fait, la question c'est, aujourd'hui, en fait, les applications qui se splitent de plus en plus entre quelque chose qui est embarqué dans le navigateur, en gros. Ce que enfin, tu parles de single page application, enfin, tu parles de ça vraiment? Ah. Ah ouais, alors d'accord, ok, alors celle-là, je l'avais pas du tout. Désolé, celle-là, je l'avais pas du tout. Mhm. Alors, déjà, je vois que j'ai fait une boulette dans ma présentation parce qu'il y a un truc que je pense t'a échappé, c'est qu'en fait, l'état de l'authentification, l'état d'avancement de l'authentification, c'est pas du côté du service qu'il est, c'est vraiment du côté de l'IDP. C'est l'IDP qui conserve ça. Donc c'est lui qui va dire, c'est lui qui va dire à un moment donné, t'es déjà passé me voir, t'as déjà fait telle authentification, telle authentification. Ah, peut-être que pour le service auquel tu me demandes d'accéder, il faudrait en plus que tu rajoutes ça ou pas. Mais c'est lui qui conserve cet état-là. C'est pas le service. Le service, il conserve aucun état par rapport à l'authentification. Enfin, par rapport à cette partie de l'échange. Après, lui, une fois qu'on lui a dit c'est bon, il se le gère à sa sauce. Tout à l'heure, sur l'un des schémas, il y avait indiqué qu'il y a le OK de l'IDP et puis il y a le OK du service, qui peuvent être le même. Hein. Ça, c'est sujet à implémentation, chacun fait un petit peu comme il le sent. Mais le OK de l'IDP, c'est une chose. Alors, par exemple, dans le cas de OIDC, que vous connaissez tous, eh bien, ça va être un message avec un ID token et un access token. Enfin, encore que ça dépend du flow qu'on utilise, pardon, autant pour moi. Voilà, c'est ce genre d'information-là qui va arriver. Dans le cas de SAML, ça va être, donc, comme je disais, un gros XML avec plein d'informations dedans sur qui a fait quoi et comment il s'est authentifié et tout. C'est pas forcément ça que le service veut utiliser pour maintenir sa session avec le front.
Lui, il veut peut-être un truc vachement plus sobre et le gérer à sa façon. Ou il peut très bien vouloir dire, bah non, je balance tout comme un sauvage parce que pourquoi pas, quoi. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Autre question? Oui. Alors, la question c'est si le service est compromis, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne peut pas y avoir d'interception? Enfin, alors, si le service est compromis, effectivement, du fait qu'il y a... Bon, s'il est compromis, déjà, on est fondamentalement, je pense qu'on est déjà vraiment bien dans la panade. Pour tout ce qui est effectivement confiance entre le navigateur et l'utilisateur et l'IDP, de toute façon, il y a un principe de redirection. Donc tout ce qui se passe entre les deux autres, c'est entre les deux autres. C'est terminé, c'est confiné, c'est dans une boucle à eux. Donc il ne pourra pas intercepter de mots de passe, il ne pourra pas intercepter de clés, de quoi, ou caisses, ou de trucs à rejouer de ce type-là. Par contre, effectivement, ouais, quand on lui répond c'est OK avec toutes les informations sur l'utilisateur, il pourra glaner au moins ces informations-là. Mais pas plus, rien qui ne puisse lui permettre d'aller usurper l'identité de l'utilisateur. Ouais, l'IDP. Juste un truc, c'est IDP, Identity Provider. Ouais, pardon. Donc, s'il redirige. Ouais. Ça c'est encore autre chose. Ouais. S'il se fait passer pour l'IDP, c'est encore une autre paire de manches, oui, effectivement. Oh, oui. Oui. Avec du web, ouais, avec des trucs de WebAuthn ou ainsi de suite, effectivement. Enfin, là aussi, pareil, on pourrait pousser le raisonnement plus loin. Si l'usurpation elle s'est faite bien avant, au moment où, par exemple, j'enregistre ma clé, on est à tout. Enfin, je veux dire, on peut toujours imaginer un point de compromission. Et- oui, ouais. Ouais. Pour cette partie-là, ouais. Mais encore une fois, je veux dire, le niveau d'usurpation, je veux dire, encore, enfin, oui, Rodolphe. Ouais. Alors la question c'est est-ce que le service choisit l'identity choisit l'identity provider. Alors a priori, j'ai envie de dire oui, parce qu'il faut il faut qu'il y ait une confiance entre les deux, entre l'IDP et le service. Donc il faut qu'il y ait déjà au préalable un certain nombre de métadonnées qui ont été échangées. Encore une fois, si on voit les différences entre OIDC et SAML, ça va du tout au tout. SAML, c'est des tombereaux d'informations qui sont échangés. OIDC, c'est quand même relativement limité à des URL ou des choses de ce type-là, qui doivent matcher à la sortie. Donc oui, in fine, il faut que le service sache vers qui rediriger. Est-ce qu'on peut demander au service d'utiliser on pourrait imaginer, oui, on pourrait imaginer une situation où quand tu arrives sur le service, tu peux peut-être essayer de... Alors, je pense que ça peut devenir un véritable cauchemar à gérer, quoi. En fait, techniquement, il n'y a rien qui pourrait nous l'empêcher.